90% des traders perdent 90% de leur capital en 90 jours. Ça fait mal, non? Pourtant, ce n'est ni un problème de stratégie, ni un manque de connaissances. Alors pourquoi autant d'échecs? La vérité, c'est que la plupart des traders ne savent pas gérer leurs risques. Et c'est précisément ce qui fait la différence entre ceux qui survivent et ceux qui disparaissent des marchés. Aujourd'hui, je ne vais pas juste te donner quelques conseils sur la gestion du risque. Cette vidéo est une véritable masterclass. On va voir ensemble comment structurer une gestion du risque solide, une méthode qui va te permettre de protéger ton capital, mais surtout de te donner l'endurance nécessaire pour devenir rentable sur le long terme. Parce qu'au final, le trading, ce n'est pas une question de combien tu peux gagner, mais de combien tu es capable de protéger. Si aujourd'hui je peux te parler de longévité en trading, c'est parce que la gestion du risque a été le facteur le plus important dans mon parcours. C'est elle qui m'a permis non seulement de réussir mes challenges propres firmes, mais surtout de multiplier mes payouts en me constituant un capital de côté. Et pourtant, ce n'est pas en cherchant la stratégie parfaite que j'ai réussi. C'est en apprenant à maîtriser mon risque que j'ai pu tenir sur le long terme et atteindre la rentabilité. Et pour bien comprendre pourquoi la gestion du risque est le pilier de tout trader rentable, regarde ce parallèle avec le poker. Parce que oui, le trading et le poker ont un point commun fondamental. Dans le monde du poker, il y a une règle d'or. Pour gagner, il faut accumuler des jetons. Et pour survivre, il faut les protéger. En trading, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas contrôler combien tu vas gagner ce mois-ci, ni combien tu vas gagner cette année. Mais il y a une seule chose sur laquelle tu as 100% de contrôle, ton risque. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette masterclass sur la gestion du risque. Je vais te montrer pas à pas comment appliquer ces principes pour protéger ton capital, maximiser tes chances de succès en propre firme et bâtir un capital solide sur le long terme. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'après ça, tu ne verras plus jamais la gestion du risque de la même manière. Donc les amis, on se retrouve du coup sur mon écran pour vous présenter aujourd'hui une réelle masterclass sur la gestion des risques. Et je vous promets que si vous regardez cette vidéo en entièreté et que vous allez regarder toutes les étapes de cette vidéo, vous allez en apprendre énormément. Et je pense que ça peut faire une réelle différence dans vos résultats en trading. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça sera très important car chacune des règles que je vais vous présenter est vraiment cruciale si vous voulez avoir une très bonne gestion de risque en trading. Vous allez voir pour que la gestion de risque, c'est l'un des piliers les plus importants en trading parce que c'est un peu l'élément d'où on a un peu le plus de contrôle parce que c'est certaines choses qu'on va pouvoir contrôler lorsque l'on va trader et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc on est tout de suite parti du coup pour la règle numéro 1 et c'est tout simplement le placement du stop loss. Trop souvent je vois trop d'erreurs par rapport au placement du stop loss et c'est quelque chose qui est très important à réfléchir et je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'idée du stop loss, c'est de le placer du coup à un endroit qui invalide ton idée. Ça, c'est la chose numéro 1 que vous devez vous dire avant même de prendre votre position. Vous devez toujours réfléchir au placement de votre stop loss. En fait, votre stop loss doit être placé à un endroit qui invalidera ton scénario, ton idée. Et souvent, l'erreur que je vois, c'est que la plupart des personnes ont soit pas de stop loss fixe dans le sens où ils vont tout simplement se dire ok, moi je vais prendre je sais pas moi un stop loss avec 10, 15 ou 20 pips, tu vois. Ils veulent pas avoir un stop loss trop large et souvent un stop loss qui est trop tight, trop serré par rapport au positionnement ou d'où ils sont rentrés. Et souvent c'est causé parce qu'ils regardent des unités de temps qui sont beaucoup trop petites et du coup ils se font sortir bêtement et ce qui arrive souvent c'est que le scénario par la suite peut être validé. Et ça, il n'y a rien de plus frustrant que ça. C'était une erreur que j'ai fait aussi à mes débuts, c'est-à-dire que des fois j'avais tendance à mal placer mon stop loss. Le scénario, il était en train de play out. Je me fais sortir et après, qu'est-ce que je vois? Je vois que tout simplement mon idée au final était bonne et que j'aurais pu tout simplement aller chercher un TP ou peu importe. Et c'est quelque chose qui est ultra frustrant et ça vient d'une seule erreur, d'un seul détail et c'est au niveau du placement de son stop loss. Donc s'il vous plaît, réfléchissez toujours à où est-ce que vous pourriez placer votre stop loss. Donc regardons maintenant l'une des erreurs les plus courantes par rapport au stop loss. Tout simplement, et encore une fois c'est des erreurs que j'ai commis aussi dans le passé que je veux que vous évitiez vous aussi dans le futur pour encore une fois maximiser vos chances de réussite, éviter de prendre des stop loss bêtement et surtout vous permettre d'aller chercher des bien meilleurs résultats, une bien meilleure performance à la fin de l'année, car encore une fois ce sont des détails qui vont faire une réelle différence dans vos résultats, donc c'est à ne surtout pas négliger. Donc disons que vous avez donc ici votre résistance, votre support et que vous identifiez que la tendance est à la hausse. Vous voyez, hop, c'est en train de faire des points de plus haut. Puis on vient retester du coup la zone de support.
on vient faire une recorrection et vous décidez de rentrer à ce moment-là ici. Votre TP est donc ici et vous allez vous dire bah, je vais placer mon stop loss juste en dessous ici du lower high parce que du higher low pardon, parce que vous êtes en unité de temps, par exemple 1 heure, vous êtes un swing trader, vous utilisez l'unité de temps 1 heure pour prendre votre position d'achat et vous allez tout simplement placer votre stop loss sur cette unité de temps là 1 heure. Donc vous placez votre stop loss ici. Le prix part et boum, qu'est-ce qui se passe? Vous vous faites sortir, le prix vient retester cette zone de support et là repart simplement à la hausse. Ça, c'est une erreur fréquente que j'ai fait et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus frustrant. Donc, quand vous prenez une position, ok, votre position d'achat, vous le prenez par exemple par rapport à une entrée, je ne sais pas, une confirmation de chandelier en H1 ou peu importe, mais ne placez pas votre stop loss sur une unité de temps trop faible, c'est-à-dire que souvent ça va vous arriver ce genre de scénario là, c'est-à-dire que votre stop loss va être placé par exemple en dessous dans ce scénario ici du dernier high low et dans ce cas là le prix encore une fois peut venir retester par exemple cette zone ici de support sur le high time frame avant de repartir à la hausse. Donc lorsque vous rentrez sur cette position là, préférez avoir un stop loss plus large. Dans ce cas là, si le prix vient casser cette zone de support et vous sort, votre scénario est donc invalide. Mais encore une fois, n'ayez pas un stop loss trop serré. Laissez de l'espace simplement au prix parce qu'encore une fois, le prix peut venir tout simplement retester cette zone de support avant de repartir à la hausse. Donc c'est quelque chose de très important. Encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Réfléchissez toujours au placement de votre stop loss. N'utilisez pas les unités de temps trop petites pour placer votre stop loss parce que c'est exactement ce qui va se passer dans ce genre de scénario-là. Utilisez le temps, les unités de temps plus grandes et là vous allez peut-être me dire ok mais quelle unité de temps est-ce que je dois prendre? Ça dépend encore une fois de votre style de trading. Je ne suis pas expert en scalping, j'ai fait du day trading. Habituellement je place toujours mon stop loss au-dessus par exemple de ma zone d'intérêt ou en dessous de ma zone d'intérêt et sur les unités de temps je vais utiliser par exemple le 4 heures ou le daily. Je vais souvent regarder aussi la clôture du chandelier daily, c'est une indication très claire et souvent je vais placer mon stop loss en fonction de ça. On va aller regarder des exemples concrets maintenant du placement de mon stop loss. Ça va vous permettre de mieux comprendre un peu ce que je veux vous dire là. Donc bon placement de stop loss. On va enlever ma grosse tête ici. Hop. Donc encore une fois, ce sont des exemples qui sont tirés par des trades que j'ai pris durant l'année 2024. Donc prenons cet exemple ici sur KiwiCad. Vous allez voir, on va en reparler de cette position-là. C'était une position qui était super intéressante. Donc KiwiCad, le 20 du 11-24, j'ai décidé de prendre cette position en short parce que on a vu tout simplement une poussée du dollar canadien suite au CPI qui était sorti à la hausse pour le dollar canadien. On était aussi en plein conflit géopolitique en Ukraine avec le pétrole qui explosait à la hausse et donc le dollar canadien qui est très corrélé au pétrole avait cette tendance aussi du coup de suivre le prix du pétrole et donc de prendre de la valeur également. C'est pour ça que dans ce genre de conflit un petit peu géopolitique, les devises risques on, comme par exemple le kiwi ou le dollar australien, vont avoir tendance à moins bien performer durant ce genre de conditions de marché. Donc là, par exemple, au KiwiCad, bon, très bien, on va pas s'intéresser non plus, je ne vais pas vous expliquer le trade en entièreté, mais c'était pour vous donner du coup un contexte. On voit justement que mon stop loss était placé, comme vous pouvez le voir. Ici, j'avais identifié cette zone de résistance, on est d'accord. Ici, c'était le dernier du coup lower high. On vient créer le plus bas, on a le temps, le retest, boum, on a notre confirmation de chandelier ici. Je place mon stop loss bien assez large au-dessus de ce niveau ici, tout simplement, et au-dessus aussi de ma zone d'intérêt. Donc dans tous les cas, le prix aurait très bien pu faire, par exemple ici, revenir encore une fois retester ma zone d'intérêt et repartir à la baisse. Ça aurait pu être un scénario. Encore une fois que je rentre en position, je n'ai plus de contrôle sur ce qui va se passer sur le marché. Donc encore une fois, le seul contrôle que j'ai, c'est le placement de mon stop loss et la gestion de mon risque. On verra ça dans une autre étape, mais encore une fois, c'est très important de placer votre stop loss vraiment dans un endroit qui invalide votre scénario. Et là, dans ce cas-là, par exemple sur KiwiCad, j'avais tout simplement décidé de placer mon stop loss ici parce que pour moi, c'était en fait là où si jamais le prix venait break cette zone de résistance, ce dernier high ici, mon scénario du coup était invalide. Donc encore une fois, voici un petit peu comment je place mon stop loss et on va regarder du coup la suite par rapport à ici. Le prix, bon, continue de baisser en soi, on n'a pas eu vraiment de recorrection, mais c'était pour vous montrer que tant que le prix en fait se promène ici, mon scénario est toujours valide pour moi. Il peut rester là 10 jours, 15 jours, je m'en fous. Tant qu'il ne vient pas toucher mon stop loss, encore une fois, mon scénario est toujours valide. Donc le prix chute, très bien pour moi.
Donc ça, c'était le premier exemple sur KiwiCAD. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer tout simplement, c'était sur franc-suisse yen. Donc CHF yen, encore une fois on va enlever ma tête, le 13 du 11 24. Donc ça c'était une analyse que j'avais envoyée dans le groupe privé. Donc je disais le yen actuellement est la seconde devise qui performe le mieux, avec des datas récentes qui poussent la BOJ à potentiellement prendre des décisions pour une hausse de leur taux. Là j'expliquais d'un point de vue technique. Donc encore une fois, j'ai mon idée d'un point de vue technique, boum, je rentre sur les niveaux Fibonacci, sur les 0,618, etc. J'ai un ETE qui est placé. Je me dis, ok, ici j'ai ma petite zone de résistance sur les 176. À ce moment-là, je me dis, bon, le scénario qui invaliderait du coup mon idée serait que on vienne break ici la dernière épaule juste là. Encore une fois, le prix aurait très bien pu ranger ici, retester encore la résistance, passer par ici avant de repartir à la baisse. Et c'est exactement, encore une fois, ce qui s'est passé. Si l'on regarde ensemble par la suite, on peut voir que le prix, quand je suis rentré sur les 0,618, est venu encore une fois retester cette zone ici avant de repartir à la baisse. Donc encore une fois, réfléchissez à ça. Si je serais rentré ici, que j'aurais placé mon stop loss ici, tu vois, le prix aurait très bien pu faire un spike haussier, me sortir et partir à la baisse. Tu vois, donc je préfère vraiment avoir un stop loss plus large. Ça va me permettre d'avoir un taux de réussite qui est plus élevé, de pouvoir garder ma position plus longtemps. Et encore une fois, on parlera de ça plus tard, comment avoir une bonne gestion de trade, parce que c'est ce qui va faire aussi une différence dans les résultats que l'on va obtenir. Mais là, on va vraiment rester focus par rapport au placement de ce stop loss. Donc encore une fois, on peut voir que j'étais sur l'unité de temps, je pense que c'était le 4 heures ou peu importe le daily, je pense que c'est le daily. Donc on peut voir effectivement que le stop loss est bien placé et c'est ça que je veux que vous preniez conscience. Toujours réfléchissez à ça, où est-ce que mon stop loss devrait être placé pour invalider encore une fois mon scénario. La deuxième règle maintenant, c'est la gestion de trade. Donc c'est ce qui suit par la suite du coup le placement de stop loss. Et encore une fois, une gestion de trade n'est pas uniquement faite quand votre trade part en profit, oui, mais elle peut être faite aussi lorsque vous allez être en drawdown et je vais vous expliquer du coup pourquoi. Donc en fait, la gestion de trade, c'est quelque chose de très important parce qu'elle vous permettra de maximiser votre faculté à être profitable. C'est-à-dire que c'est souvent une erreur qui est faite et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez pu voir la dernière vidéo que j'ai faite sur FXAlexJ. C'était un point important que j'avais mentionné par rapport à sa stratégie, c'est qu'il avait zéro gestion de trade. Lui, c'était set and forget. Une fois qu'il rentre en position, soit ça va toucher son TP, soit ça va toucher son SL. Mais encore une fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut avoir une bonne gestion de trade parce qu'il faut optimiser votre profit et diminuer vos risques de perte. Et souvent, une mauvaise gestion de trade égale trop de profits laissés sur la table ou des pertes qui auraient pu être évitées. Et encore une fois, on va voir des exemples pour illustrer ce point-là. Trop souvent, combien de fois est-ce que ça vous est arrivé? Et ça m'est arrivé aussi que vous êtes en profit, vous êtes en 2, 3, peut-être 4 R, vous êtes trop greedy parce que vous avez envie d'aller chercher plus de profit et au final, vous sortez avec bien moins que ce que vous aviez prévu. Et ça, c'est encore une fois quelque chose de ultra frustrant. Mais ces petits détails concernant cette gestion de trade vont réellement faire une différence dans vos résultats sur l'année complète. Donc, c'est important d'avoir une très très bonne gestion de trade. Et encore une fois, comme on le sait, le marché, il est drivé par les annonces économiques, les conflits géopolitiques, les paroles de personnes influentes. Donc ta gestion de risque doit être, ta gestion de trade, je résume, doit être impeccable. Je vous reviens ce trade tout simplement sur KiwiCAD que j'avais pris juste au-dessus. Donc on avait parlé du stop loss, mais regardez-moi ce spike aussi. Et ça, c'est un exemple concret qui illustre ce que je viens de dire. C'est-à-dire que un tweet de Trump sur la taxation de 25% sur les produits canadiens ont fait chuter le dollar canadien en quelques minutes. Heureusement, j'avais montré le stop. C'était le 25 novembre 2024, soit 5 jours après ma position sur KiwiCAD. Et on peut voir qu'en l'espace de quelques minutes, vous voyez ce gros chandelier ici. Boum, je serais sorti à break-even si j'avais pas créé mon stop ici tout simplement au-dessus de cette petite zone de résistance. Donc là, je serais sorti, je pense que j'étais sorti avec un peu plus de 1 R. Si j'avais pas une bonne gestion de trade, je serais sorti avec nada, un gros zéro. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc ça, c'était le tweet que Trump avait tout simplement publié le 25 novembre, 6h35 PM. Il n'était même pas encore président, mais c'est pour vous dire que ces personnes ont une réelle influence sur le marché, sur le cours d'une devise. Et donc, si vous n'avez pas une gestion de trade, que vous laissez juste votre trade couler comme ça, sans porter attention, vous allez perdre du profit, vous allez tout simplement des fois perdre même de l'argent. Donc c'est important d'avoir une très très bonne gestion
de trade parce que c'est quelque chose qui va faire, encore une fois, une réelle différence dans vos résultats finaux. Peut-être que 0,4, 0,3, 0,5 R, c'est rien pour vous. Mais au final, quand tu combines ça sur une année complète, ça fait une réelle différence dans tes résultats. Donc, c'est à ne surtout pas négliger. Le second exemple que je voulais montrer, c'était un récent trade que j'avais pris, l'un de mes derniers trades de l'année 2024, Euro-USD. C'était le 26 du 11 24. Je vous explique ce trade. Donc, j'avais encore une fois mon stop loss. Hop, je l'ai placé quand même là pour vous dire quand même assez taille. Donc, je l'ai mis juste au-dessus de ces rejections. Je suis rentré sur quoi? Du H1, si je dis pas de conneries, ou du 30 minutes. Enfin bref, je suis rentré durant la session de New York, l'ouverture. Et on voit que le prix chute à ce moment-là. Et on voit qu'au final, j'avais placé le TP1 ici. Donc, généralement, moi, une des règles que je mets en place concernant ma gestion de risque, c'est que je vais mettre une alerte à 1 pour 1. Et 1 pour 1, généralement, je place mon stop loss à break-even pour sécuriser ma position. Mais il y a justement certains scénarios qui vont faire en sorte que des fois, je vais avoir tendance à trailer mon stop loss plus agressivement à cause, par exemple, d'une annonce économique à la suite d'une réunion ou parce que en fait mon idée pour moi n'est plus valide, je suis plus à l'aise de garder cette position là et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai envoyé tout simplement dans le Discord. Donc j'ai été stoppé à break-even durant la session de Londres. Je n'ai pas aimé la clôture daily qui montre une pression achetée sur la paire. De plus, les récents commentaires des présidents régionaux de la Fed tels que Tatata suggèrent que la banque centrale pourrait poursuivre une trajectoire d'érection graduelle des taux pour atteindre une position neutre. À la suite du FOMC, le dollar a aussi chuté, faisant monter l'outil FedWatch à 59%. Bref, tout ça pour dire que les probabilités de la Fed de cut de 25 points lors de la réunion du 18 décembre ont augmenté. Donc, enfin bref, j'avais expliqué que j'étais plus à l'aise de garder cette position en short sur l'euro USD que avec justement l'approche de la réunion de la Fed et cette optique, justement, ce changement dans ce FedWatch au niveau de leur taux, leur probabilité qui continue de monter concernant un cut, mais c'était pas forcément bon pour le dollar à cette période-là. Et donc, quand tu regardes aussi le time frame daily et que tu vois justement une pression acheteuse sur la paire, bah, encore une fois, moi je me sentais pas à l'aise de garder la position sans avoir trailé mon stop loss à break-even et c'est ce que j'ai fait du coup. Et vous voyez qu'en faisant ce move-là, j'ai tout simplement évité une perte totale. Donc voilà encore une fois pourquoi la gestion des trades est primordiale lorsque vous prenez une position. La troisième règle, le facteur R. C'est quelque chose encore une fois qui est très important, qui est souvent mal compris par les traders débutants. Mais encore une fois, le facteur R, ton risque maximal que souvent tu calcules en pourcentage de ton compte. Ce que je veux dire, c'est que trop souvent, et ça, encore une fois, c'est à cause des réseaux sociaux, tous ces influenceurs-là de merde en soi qui vous montrent des profits sur MT4. Ouais, j'ai fait 10 000 € en journée ou ta. C'est de la merde, les gars. Arrêtez de croire à ça. Je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes quelqu'un qui a une réelle conscience, qui sait que bon, le trading, c'est pas aussi facile que ce que l'on montre sur les réseaux. Mais pour vous illustrer un exemple, disons que moi, mon risque maximal sur un trade, c'est 1,5 R. Ça va équivaloir par exemple à 1,5%. Et ce 1,5%, c'est 1500 $. Okay. L'exemple d'une erreur courante par rapport au facteur R, c'est que disons, quelqu'un sur les réseaux va vous montrer, regardez, j'ai fait 10 000 $ aujourd'hui. Ok, très bien. Est-ce que pour vous, vous allez peut-être vous dire, pour un trader qui est plus débutant, pas vous, parce que vous n'êtes pas débutant, et voilà, vous avez encore une fois une conscience, mais une personne débutante qui voit ça sur les réseaux, qui dit « Oh, ce mec, il a fait 10 000 $, c'est un excellent trader, je commence à regarder ce qu'il fait. » Il va se dire « Ouais, est-ce que c'est un bon trader ?» Parfait, mais vous ne savez pas combien cette personne a risqué pour faire ce 10 000 $. Si cette personne vous dit « Ouais, ben en fait, j'ai risqué 100 000 $ pour faire 10 000 $, est-ce qu'il est toujours bon ?» Il est éclaté au sol, il est très très mauvais. Pourquoi? Parce que son facteur R sera uniquement de 0,10 et sur le long terme, il ne tiendra pas le coup, il sera tout simplement perdant, il perdra plus d'argent qu'il en fera. Donc ne vous fiez jamais à ce que les gens vous montrent dans l'aspect monétaire. C'est pour ça que concernant tout simplement aussi mes résultats, je les partage toujours en facteur R. C'est quelque chose de très important. Ne vous fiez pas à ce que les gens vous montrent sur les réseaux avec cet aspect monétaire parce que ça ne veut encore une fois rien dire tant que la personne ne vous dit pas c'était quoi son facteur R, donc son facteur risque tout simplement. Ok. Donc conclusion, ne vous fiez pas à l'aspect monétaire parce qu'un bon trader, par exemple, peut faire 500 $, par exemple, mais son risque était de 50 $. Donc son facteur R était de 50 $, ce qui fait qu'il a réalisé 10 R. Une perte de 10 R, c'est une très bonne performance sur un mois. Donc ce trader est un bon trader à ce moment-là, a fait une très belle perf, encore une fois, mais ne vous fiez pas
à ce que les gens, encore une fois, vous montrent sur les réseaux par rapport à l'aspect monétaire. Ah, j'ai fait tel montant aujourd'hui. Oui, mais tu ne sais pas combien cette personne a risqué. Encore une fois, et je ne vous parle même pas de toutes les arnaques et tout, l'affiliation, tout ça. Ne vous fiez pas par rapport à l'aspect monétaire. Fiez-vous toujours par rapport au facteur R, donc par rapport à votre risque maximal de compte. Si moi, par exemple, je trade sur un compte à 10 000 $ et que mon facteur R, pour moi, je suis à l'aise de risquer 500 $, ça veut dire que si je réalise par exemple 1500 $, j'aurais fait un facteur R de 3 parce que j'aurais fait 3 fois plus que ce que j'ai risqué en soi. Ok, donc j'espère que j'étais assez clair par rapport à ça, mais c'est quelque chose encore une fois qui est très important. Lorsque vous tradez, définissez toujours un facteur R, donc un facteur dont vous êtes prêt à risquer sur une position, que vous êtes prêt à investir dans une position. Et encore une fois, réfléchissez toujours à cet aspect que ce facteur R ne doit pas influencer vos décisions de façon émotionnelle. C'est-à-dire que si votre facteur R est trop élevé et que vous sentez une certaine pression, un certain stress, etc., diminuez justement ce facteur R, ce risque, par quelque chose dont vous êtes plus à l'aise, encore une fois, de risquer. Donc très important ce facteur R. La règle numéro 4, je pense que c'est l'une des plus importantes, si vous la comprenez bien, c'est d'être capable d'adapter son risque en fonction de l'opportunité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tout le temps que vous allez mettre un risque complet. Ce que je veux dire, c'est que ajuster son risque en fonction des opportunités et vous allez voir des facteurs qui vont faire en sorte que votre risque doit être adapté à l'opportunité. Je vais vous montrer encore une fois des exemples pour que vous compreniez mieux. Mais en fait, sur le marché, des fois, il y a des opportunités qui vont être intéressantes pour vous. Mais par exemple, je sais pas, au milieu de la semaine, il y a une annonce économique importante. Il y a par exemple les datas du CPI qui sortent le mercredi, ou il y a une décision d'une banque centrale qui sort un jeudi, ou le NFP un vendredi, peu importe. Et du coup, il y a une opportunité qui va vous intéresser en début de semaine, mais ça ne veut pas dire que en fonction de ces datas qui vont arriver au courant de la semaine, vous allez mettre un risque complet. Vous allez peut-être y aller avec un risque réduit parce qu'il y a ces annonces économiques importantes qui peuvent jouer un rôle majeur dans le cours de votre trade. Et encore une fois, vous n'avez pas une baguette magique pour prédire ce qui va se passer lors de cette data-là. Donc c'est important d'adapter son risque en fonction de ces facteurs. Donc par exemple une annonce économique importante, un manque de confirmation fondamentale. Peut-être que certains d'entre vous ne traitent uniquement, encore une fois, avec l'analyse technique, même si ça vous intéresse, encore une fois, d'en apprendre plus sur le fondamental. Peut-être que vous allez juste trouver une opportunité d'un point de vue technique. Du coup, vous n'êtes pas forcément à l'aise de mettre un risque complet. Peut-être que l'opportunité ne coche pas tout ce qui est important pour vous. Peut-être que vous savez déjà, vous êtes quelqu'un de très technique ou manuel, peu importe, et à chaque fois qu'il y a un scénario, une opportunité qui arrive, qui play out, il faut que certaines confluences ou confirmations soient cochées dans l'entièreté pour prendre position. Peut-être que justement vous avez besoin de toutes ces confirmations pour mettre un risque complet, mais qu'il y a certains trades que vous allez vous permettre de prendre avec moins de confirmations et du coup vous allez devoir ajuster aussi votre risque par rapport à ça. Encore une fois, je ne recommande jamais de prendre un trade juste pour trader parce que vous avez envie de trader. Prenez toujours des trades parce que ça respecte votre plan, parce que ça fait du sens pour vous, parce que vous avez une idée derrière, mais ne tradez pas juste parce que vous avez envie de trader. Ça, c'est quelque chose aussi, encore une fois, de très important. Reprenons sur Euro-USD. Ok ? Donc le trade sur l'Euro-USD que je vous avais partagé, je savais qu'il y avait justement, on était dans un moment un peu fin novembre, dans une incertitude avec l'arrivée justement des dernières réunions des banques centrales en décembre. Et du coup, on était beaucoup dans l'incertitude. Qu'est-ce que les banques possiblement pourraient avoir comme scénario? Est-ce qu'ils vont avoir un scénario plus hawkish, plus dovish, etc. Donc on se fiait un petit peu par rapport aux annonces économiques qui sortaient. Mais par exemple sur cette opportunité sur l'euro-USD, j'étais pas forcément à l'aise de mettre un risque complet. Donc à ce moment-là, j'ai mis 50% de mon risque habituel. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que j'ai mis 50% de mon capital. Ça veut dire que j'ai mis 50% de mon risque habituel. C'est-à-dire que si j'avais l'habitude de risquer 1000 $ sur une position, à ce moment-là, je risquais uniquement 500 $ parce que j'étais confortable uniquement de risquer ce 500 $. Donc pourquoi j'ai décidé de risquer ce 500 $? Parce que j'étais un peu dans cette incertitude, le marché était dans cette incertitude concernant l'arrivée des réunions des banques centrales, je n'avais pas forcément envie de risquer un risque complet. Donc encore une fois, par rapport aux facteurs que je vous ai mis juste ici en haut, vous allez devoir ajuster votre risque avec les opportunités que vous allez sélectionner.
Seconde position, par exemple celle-là, Europound, c'est une opportunité qui était très intéressante. Donc pourquoi? J'avais simplement expliqué que nous avons pu voir un gros spike baissier pour le livre sterling à la suite du discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, sachant que le ATR est de 0,4 à 0,5%, une correction serait forte probable. Donc en fait, ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une grosse correction du livre sterling cette journée-là. Le ETR, c'est habituellement ce que la paire a tendance à bouger dans une journée. Donc là, généralement, la paire bouge entre 0,4 0,5%. Et là, on était à plus de 1% durant la journée. On avait une correction de plus de 1%. Donc je me suis dit, ok, ce mouvement n'est pas normal en soi. Donc j'ai voulu prendre un play-out. Encore une fois, c'est ce que je dis. Je pourrais prendre ce trade sur un risque réduit car c'est plus un play-out tactique. Et de plus, on est sur une zone importante où le prix a eu sa chute de mi-septembre. Donc j'avais identifié cette zone-là, que c'était une zone plutôt intéressante, mais c'était uniquement un play-out tactique, plus basé sur le technique et sur une idée en soi que ce n'était pas normal pour moi qu'on a eu justement ce type de spike haussier et cette baisse sur la livre sterling sans raison concrète fondamentale. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre ce trade à la baisse et j'ai uniquement placé encore une fois 50% de mon risque habituel. Donc 50%, donc encore une fois si je risque 1000 $, j'aurais risqué 500 $ sur cette position là. Donc encore une fois c'est pour vous faire comprendre que lorsque vous sélectionnez une opportunité, prenez conscience par rapport à ce facteur R. Si vous avez l'habitude de risquer un certain montant, mais que vous savez par exemple qu'il y a une annonce économique importante, il y a un manque de confirmation fondamentale, ou vous n'avez pas tous les éléments importants pour vous pour sélectionner l'opportunité, tout simplement ajustez votre risque. Tout simplement, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose dont vous devez prendre conscience. Tout simplement. Donc voilà concernant ces 4 règles. Maintenant, quelque chose de très important, si vous voulez aller plus loin et approfondir vos connaissances en trading. Aujourd'hui, les amis, je vous offre la possibilité de réserver un appel 100% gratuit avec moi. Donc ça sera le premier lien en description. Durant cet appel, en fait, l'objectif, c'est d'évaluer votre situation actuelle en trading, de discuter un petit peu de vos objectifs pour que potentiellement, si tout coordonne ensemble, que c'est un projet qui vous semble intéressant, à ce moment-là, on pourra commencer à travailler ensemble pour vous aider à atteindre vos objectifs. Sinon, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà de l'expérience sur les marchés, mais qui recherche encore une fois à approfondir ses connaissances, vous avez la possibilité encore de rejoindre mon groupe privé et enfin d'avoir les meilleures conditions pour trader. En fait, dans ce groupe privé, donc c'est le Swing Trading Club, ça sera encore une fois le lien en description. Tous les jours, j'envoie un petit peu des rapports fondamentaux concernant les annonces économiques importantes. Donc par exemple, la décision de la BCE du 30 janvier, j'envoie un rapport. Je fais aussi des résumés fondamentaux quotidiens pour expliquer un petit peu les informations les plus importantes qui s'est passé durant la journée. Par la suite, j'explique aussi tous les trades qui m'intéressent. Donc ça, c'est par exemple l'un des derniers trades que j'avais partagé sur l'EURUSD où j'explique pourquoi un petit peu ce trade-là m'intéresse. Donc si vous recherchez un petit peu un espèce de groupe privé, vous allez pouvoir me poser des questions, vous allez pouvoir avoir des bonnes informations fondamentales. Si vous avez envie de travailler ce côté fondamental et de voir un petit peu ma façon de trader, vous avez aussi le lien du Swing Trading Club qui sera en description de cette vidéo. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo masterclass sur la gestion des risques vous aura aidé, que vous aurez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.